Voilà, c'est la troisième partie de cette émission. On a parlé des formations, des explications donc très intéressantes que vous avez partagées avec nous. À présent, on peut essayer de développer le métier de géobiologue, si vous voulez bien. Comment est-ce que une expertise géobiologique se déroule précisément? Pouvez-vous nous expliquer, Igor ou bien Bertrand? Alors je vais vous donner, pour aller directement au cœur du sujet, en fait, le credo, le fil rouge de l'expertise géobiologique. En fait, c'est 3 étapes. C'est premièrement sentir. J'utilise des verbes d'action à dessein. On va commencer par sentir, c'est la phase de détection. Ensuite, on va penser, c'est-à-dire qu'on va comprendre effectivement et on va utiliser les informations qu'on a recueillies. Et ensuite, on va agir. Donc vous voyez, il y a 3 étapes en fait dans l'expertise, qui sont 3 étapes fondamentales dans notre protocole. Géobios, c'est aussi un protocole qui est extrêmement détaillé, complet. Les gens sont formés à ça, à l'École française de géobiologie, donc le protocole est fondamental et c'est voilà, la colonne vertébrale, en fait, le fil rouge de cette expertise, c'est ça. C'est sentir, penser, agir. Au-delà de ça, donc l'ensemble, si vous voulez, on a parlé beaucoup d'expertise, c'est vraiment cette notion de protocole et d'expertise, elle est très très importante. Qu'est-ce qu'un expert? Donc un géobiologue, pour nous, c'est un expert. C'est quelqu'un qui va être capable d'avoir une bonne maîtrise de son périmètre de connaissances théoriques, techniques, voilà, connaissance de la matière sur laquelle il travaille, le lieu, la géologie, l'influence physique, chimique, des ondes, etc. Qui va être capable d'analyser des problématiques simples ou complexes. Ça peut être effectivement, vous pouvez avoir des cas très très simples, et puis vous pouvez avoir des cas beaucoup plus compliqués. Il faut être capable d'avoir les outils pour décoder en fait tout ça. Et ensuite, évidemment, la 3e étape, ça va être d'être capable, à la suite de cette analyse-là, de proposer des préconisations. Le but, c'est évidemment d'apporter des solutions aux gens qui font appel à nous. Donc on va, dans un 3e temps, apporter ces informations-là et rendre les gens autonomes et responsables, comme on disait juste avant, pour leur permettre d'appliquer les solutions, les préconisations qu'on leur donne, qu'on leur apporte. Voilà, alors le protocole, il est effectivement très complet, hein, enseigné à l'école, donc on va travailler sur un élément fondamental pour nous, qui est la cartographie dont on parlait tout à l'heure. Établir un plan, pour nous, c'est quelque chose de fondamental. Pourquoi? Parce qu'il est relativement utopique de travailler en professionnel sans produire ce qu'on appelle des livrables, en fait. Les livrables, ce sont des productions concrètes matérielles du travail qui est réalisé. Un livrable, et notamment une cartographie en géobiologie, c'est la mise sur papier de tout le travail de détection qui a été fait et de toutes les préconisations qu'on va également pouvoir donner aux personnes. Donc c'est un outil fondamental. Il n'y a pas d'expertise géobiologique géobios sans plan. Voilà, ça c'est très très important. Une deuxième chose importante aussi, c'est que nous ne faisons chez Géobios jamais d'expertise à distance. Voilà, il y a des gens qui le pratiquent. Voilà, nous on estime que quand on fait ce type d'exercice à distance, on n'a pas du tout une précision suffisante pour travailler à une dizaine ou à quelques centimètres près même sur certaines zones. Vous avez par exemple des zones radiatives, qui sont des zones très impactantes en termes de santé dans l'habitat des gens. Ce sont des zones qui peuvent être limitées à quelques centimètres ou voire dizaines de centimètres carrés. Donc pour avoir la précision de détection et la localisation de ces zones-là, vous êtes obligé d'être sur place. C'est quasiment impossible de le faire sur des formats A4 avec vous avez des gens qui travaillent avec des pendules. On n'a pas matériellement, concrètement, de précision suffisante pour apporter ces localisations, cette précision de localisation comme ça. Donc voilà, ce sont deux choses importantes dans le protocole Géobios qu'on applique systématiquement. Et à partir de là, on déroule en fait notre protocole. Donc on va s'attacher à tout ce qui est influence tellurique dite naturelle. Donc on va travailler sur les vannes d'eau dont on parlait tout à l'heure, les vannes d'eau souterraines. Également les failles, donc les rayonnements ionisants, les réseaux géomagnétiques donc qu'on évoquait également tout à l'heure. Donc il y en a plusieurs, il n'y en a pas que 2, il y en a 4 qui sont étudiés pour être précis dans le protocole. Vous avez d'autres phénomènes également telluriques qui sont étudiés et localisés. Puis vous avez toute la partie aussi électromagnétique dite artificielle, on va dire, puisque pour l'essentiel c'est une influence artificielle. Donc on va commencer en général par évaluer la qualité de la prise de terre du logement quand on est dans un logement. Évidemment sur un terrain à bâtir c'est pas l'objet,
Mais la prise de terre, elle est fondamentale parce que c'est ce qui permet d'évacuer en fait toutes les pollutions électromagnétiques du fonctionnement des appareils électriques dans la maison. Donc une mauvaise terre veut dire que les personnes vont baigner dans leur logement dans une espèce d'électrosmog permanent. Ils vont avoir effectivement des courants induits tout le temps, donc vont s'électrocuter si vous voulez doucement mais en permanence. Donc ça c'est fondamental. On va étudier également tout ce qui impacte de l'électricité domestique qu'on appelle basse fréquence, le 50 Hz qui alimente tous nos appareils électriques, ont une influence également sur la santé, donc il faut savoir précisément laquelle, quelle distance utiliser, quel appareil utiliser et quelle préconisation apporter s'il y a des expositions qui sont supérieures au seuil que l'on préconise. Alors tout ça est fait avec des appareils électroniques pour le coup, parce que là on a des appareils qui sont étalonnés pour. Et puis également tout ce qui est ce qu'on appelle, voilà. Alors pour les personnes qui regardent également sur Internet, vous pouvez montrer aux caméras. Voilà, nous avons ici un appareil qui sert à déterminer la valeur des champs électriques et des champs magnétiques, c'est-à-dire pour les basses fréquences. C'est un appareil en fait qui va travailler sur une certaine plage de fréquence. Celui-ci travaille entre 16 Hz et 100 kHz. Donc il va permettre, je dirais, de capter tous les phénomènes qui se produisent sur cette plage de fréquence. Et puis un autre appareil également qui lui va travailler sur les hautes fréquences et lui qui va aller sur des plages beaucoup plus élevées, mais là on va s'occuper de, je dirais, tout ce qui est phénomènes tels que le Wi-Fi, les portables, les ordinateurs, toutes ces questions-là, et on va être sur une plage de fréquence de 200 MHz jusqu'à 8 GHz. Donc vous voyez que c'est une plage qui est vraiment considérable, et d'où l'importance, je dirais, d'être sur le lieu, parce qu'il y a une compréhension à avoir et une compréhension globale de ce qui se passe. C'est-à-dire que les agressions, je dirais, géopathogènes qui peuvent exister de différentes sources ne vont pas s'additionner mais se multiplier entre elles. Et être sur les lieux, ça permet, je dirais, d'avoir une véritable vision de ce qui se passe, où sont placées les choses, et quelle est la conjonction qui peut exister ou pas entre ces différents phénomènes, pour éviter justement des effets de multiplication et pour nous en tant que géobiologues bien ressentir ce qui se passe dans le lieu et bien comprendre quelle est la problématique, parce qu'à chaque fois c'est totalement différent. Il n'y a pas une seule expertise, je dirais, il n'y a pas deux expertises identiques, donc à chaque fois tout est remis en question et il faut vraiment se poser toutes les bonnes questions pour comprendre quels sont les paramètres de ce lieu et pouvoir faire les préconisations adaptées à ce que l'on rencontre concrètement. Pour compléter ce que dit Bertrand, ce qui vraiment faut retenir, qui est très très important, c'est que ce protocole dans lequel s'inscrivent ces actions a été fait vraiment pour avoir la meilleure efficacité possible en matière justement d'identification et de réduction de tous ces rayonnements qui impactent la santé. Donc le fait d'appliquer ce protocole, ce que je continue à faire après 5 ans de manière quasi systématique, je sais que j'aurai toujours des résultats. Alors après ça dépend évidemment, tout dépend des conditions, parce que comme dit Bertrand, il n'y a jamais une expertise qui ressemble à une autre. Mais on a un outil là, un outil d'expertise qui est extrêmement puissant par rapport à ça. Ça permet vraiment de couvrir en fait de manière encore une fois systématique tous les paramètres de rayonnement possibles et d'apporter à chaque de manière sélective, c'est ça aussi qui est important, la solution adaptée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution globale pour tout, il y a une solution adaptée pour chaque pollution, d'où l'importance de connaître évidemment l'origine de chaque pollution. Quelle est la réaction des personnes lorsque elles apprennent ces chiffres qui sont indiqués sur ces appareils? Je suppose que ça doit être assez effrayant quand on s'aperçoit de choses dont on n'est pas vraiment compte auparavant. Alors alors je pense que Bertrand a des choses à dire là-dessus, mais je vais vous faire part d'une expérience vécue en fait qui date de pas plus tard que hier. Voilà, j'ai fait une expertise chez une personne. Et chose assez classique, j'ai découvert qu'au pied de son lit, elle avait une magnifique lampe de chevet en métal, en fait, qui était une lampe pas réellement de chevet, mais en fait, vous savez, les grandes lampes à pied, en fait, qu'on met à côté du lit, avec le fil enroulé autour du pied et l'interrupteur au niveau de l'ampoule. Voyant le problème potentiel qu'il pouvait y avoir là-dessus, sachant que la personne chez qui j'étais a des problèmes de sommeil importants.
Rapidement, j'ai pu avoir un indice, parce que c'est aussi l'expérience et l'habitude qui m'ont dirigé vers ça. L'expérience de mesurer les champs électromagnétiques basse fréquence liés au fonctionnement au branchement plus exactement de ce dispositif électrique. Et là, donc j'ai pris l'appareil que vous a montré Bertrand tout à l'heure, donc de détection basse fréquence, et j'ai eu une valeur, une lecture en fait en tête de lit, donc à l'endroit où la personne pose sa tête sur l'oreiller, de plus de 100 volts par mètre. Alors le chiffre va pas forcément vous dire quelque chose directement, mais je vais vous donner la comparaison du maxima qu'on préconise, nous, en géobiologie. Donc, valeur mesurée en tête de lit, 100 volts par mètre. Valeur maximale préconisée en géobiologie, 5 volts par mètre. Donc la personne avait à côté, à peu près à 25-30 cm de sa tête, chaque nuit, chaque soir, une lampe en fait qui en plus était branchée dans un mauvais sens, si vous voulez, enfin peu importe d'ailleurs le sens, mais donc le courant électrique arrivait jusqu'à l'ampoule, donc même le dispositif éteint, si vous voulez, il continuait à y avoir un champ électrique autour de ce dispositif. Donc la personne avait à côté de sa tête, au moment de s'endormir, un champ électrique qui surstimulait forcément le fonctionnement électrique de son cerveau, et la personne me disait, c'est caractéristique, hein, c'est typique, elle me disait: je suis très fatigué, le soir, je me mets dans le lit, je me pose, je mets la tête sur l'oreiller, et au bout de quelques secondes, tout d'un coup, je me réveille, impossible de me rendormir, je me réveille complètement éveillé, les yeux grands ouverts, etc. Donc, voilà, manifestement, on était effectivement... Alors, il y avait d'autres phénomènes hein, dans ce cas-là, mais celui-là, il était tellement flagrant, si vous voulez, qu'on a changé tout de suite. Alors, j'ai dit à la personne de débrancher cette lampe et de faire un test la nuit dernière. Donc, elle a fait le test, je l'ai eu ce matin au téléphone. Elle m'a dit: écoutez, j'ai super bien dormi cette nuit, et ça faisait des années qu'elle n'avait pas dormi, simplement en débranchant la lampe. C'est pour vous donner un exemple. Et encore, en plus, il y avait d'autres éléments dans son cas, mais simplement parce qu'on a apporté une solution adaptée, si vous voulez, à un des symptômes, on va dire, de la personne. On a déjà fait un progrès énorme en termes de qualité de... Voilà concrètement ce que ça peut aussi apporter au quotidien. Bertrand, est-ce que vous avez... Oui, tout à fait. Enfin, je dirais que ça apporte aussi des prises de conscience. Je dirais ça factualise les choses. C'est-à-dire que les gens se disaient il y a probablement quelque chose, mais là, ça le met en évidence. Je dirais notamment sur les parties électromagnétiques, parce que on va avoir des cas de figure très très différents. On peut avoir, par exemple, j'ai fait des expertises dans un appartement au rez-de-chaussée à Paris, où il n'y avait pratiquement aucun signal en hyperfréquence, et donc c'était presque une zone, comme on dit, une zone blanche, enfin, parce que voilà, alors qu'on était en plein cœur de Paris avec des antennes relais partout autour, et en fait l'appareil donnait les mesures minimales, sauf que à partir du moment où la box était branchée, pour pouvoir capter, elle avait un amplificateur, je dirais, de signal, et donc là, c'était tout l'inverse. C'était très très fort. Donc box débranchée, c'était super calme, mais box branchée, c'était super fort. Donc après, on trouve des solutions effectivement pour calmer le jeu tout en gardant une réception. Mais tout ça pour dire, pour avoir fait une expertise dans la même rue, je dirais dans l'immeuble d'en face au 5e étage, où là je captais 50 Wi-Fi et avec des valeurs qui étaient élevées, et juste en face dans la même rue au rez-de-chaussée, eh bien c'était pas du tout les mêmes règles du jeu. Ce qui prouve bien qu'il faut aller sur place, détecter, prendre les niveaux de mesure pour véritablement se faire une idée. J'ai eu d'autres cas aussi de ce type, je dirais de rez-de-chaussée, où il n'y avait pratiquement pas de signal, pas de box sur le lieu, et je laisse l'appareil hyperfréquence allumé, et donc on était au minima de l'appareil, donc rien, tout va très très bien. Puis d'un seul coup, pouf, il y a une pulse à 6 volts par mètre, c'est-à-dire au maximum de l'appareil. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'était l'appareil de téléphonie mobile qui, étant, je dirais, loin de l'antenne relais, enfin, ou dans des conditions mauvaises de réception, était obligé d'aller chercher au maximum pour sortir et capter le message pour se connecter à l'antenne, donc envoyer une impulsion assez forte.
Donc voilà, l'idée là, c'est tout simplement de couper son téléphone portable la nuit ou le mettre en mode avion. Et puis ce phénomène-là disparaît tout seul. Même chose pour la boxe. Couper sa boxe la nuit, comme ça, tout le monde dort et c'est très bien comme ça. J'ai pris conscience de ça, je dirais, peu de temps après la formation, en faisant un voyage en voiture en fait. Et j'avais, je dirais, un appareil de ce type. Et donc, il y avait une personne qui était avec moi à côté, et puis je lui ai dit, tiens, on va regarder ce qui se passe. Et nos téléphones étaient allumés, et on a allumé l'appareil. On voyait très très bien, en fait, en se déplaçant, puisqu'on passe d'antenne relais en antenne relais, on voyait très très bien les pics, je dirais, à chaque fois qu'il y avait une connexion qui se réalisait. Donc, c'est là que, je dirais, j'ai compris ce fonctionnement qui est un fonctionnement d'appel. Je suis sur cette antenne, hop, après je quitte cette antenne, bonjour, j'arrive sur la nouvelle antenne, etc. Qui fait que votre voyage est une succession de pics et d'appels successifs. Et partant de là, à partir du moment où vous mettez votre téléphone en mode avion, eh bien le phénomène ne se produit plus. Tout ça, je dirais, avec un autre phénomène bien connu qui est celui de la cage de Faraday. Quand on est dans un véhicule, je dirais, alors il y a différents types de véhicules, ça va être des trains, ça va être des voitures, c'est une cage de Faraday, donc l'appareil pour se connecter va avoir besoin d'émettre, je dirais, avec une certaine intensité pour pouvoir se connecter à l'antenne, et donc ça peut se mesurer parfois. D'ailleurs, on voit les batteries de nos téléphones qui se vident très très rapidement lors de certains trajets. Et bien, c'est lié à ce type de phénomène parce que l'appareil a une consommation assez importante à ce moment-là. Donc c'est prendre conscience, je dirais, de quelque chose qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas, mais c'est gérer son temps avec ça. Donc chaque chose en son temps. Pas tout le temps, c'est formidable, ça apporte, je dirais, des conforts de vie remarquables et ça permet des choses qui n'existaient pas il y a 15 ans. Mais en même temps, c'est aussi, je dirais, il faut apprendre à vivre avec, probablement. Merci d'avoir partagé avec nous ces expériences que vous avez vécues. Par rapport au métier de géobiologue, comme vous la pratiquez également, vous pratiquez également ce métier, est-ce que lorsqu'on est formé et qu'on devient géobiologue grâce à l'école, on peut vivre de la géobiologie ? Alors, je suis le témoin qu'on peut, en tout cas, commencer à en vivre. Voilà. Après, évidemment, chaque cas individuel est particulier. Et ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que ça peut varier aussi en fonction des régions, notamment de France où on se trouve. C'est vrai qu'en Île-de-France, par exemple, le bassin de population est important. Donc, évidemment, il y a aussi peut-être une conscience un peu plus importante qu'à certains autres endroits sur des notions d'environnement, justement liées à l'environnement urbain. Voilà. Donc il y a de plus en plus de demandes qui sont faites en géobiologie. Donc on va dire que dans mon cas, c'est mon activité depuis 2-3 ans à temps complet. Alors voilà, pour l'instant, je ne vais pas devenir extrêmement riche avec la géobiologie, mais c'est pas non plus le but. Voilà. Mais bien sûr, on peut commencer à vivre effectivement de ce métier-là, et je pense que ça va être de plus en plus le cas dans les années qui vont venir. Le besoin est énorme, potentiellement. Une fois que les prises de conscience vont être de plus en plus nombreuses, ce qui est le cas maintenant, il va manquer de géobiologues en fait. C'est pour ça qu'on on cherche aussi à former de plus en plus de gens, parce que les demandes vont être importantes non seulement dans le cadre des habitats privés, mais également pour les entreprises. Parce que vous avez effectivement des gens qui passent, on va dire, par exemple, quand on est chez soi dans son lit, on va dormir à peu près 8 heures de sommeil par jour, on va passer le tiers de sa vie dans notre lit. Mais il va rester 2 tiers. Et dans ces 2 tiers, il y a une part importante qui va être au travail. Donc vous avez, et notamment dans les métiers du service, des gens qui passent des heures et des heures devant des écrans d'ordinateur sur des zones qui sont bonnes ou pas, on ne sait pas. En tout cas, c'est sûr que compte tenu de l'environnement électromagnétique qu'il peut y avoir, notamment avec le fonctionnement de ces appareils-là, on peut soupçonner que de toute façon, forcément, il y a un impact sur la santé. Mais jusqu'où va-t-il ? Quels sont les niveaux d'exposition ? C'est aussi fondamental de pouvoir investiguer ce qui se fait de plus en plus maintenant
le monde de l'entreprise et les aspects professionnels. Il m'est arrivé de faire des expertises dans des locaux professionnels, justement, notamment, je pense à une société de services dans le domaine du tourisme, où effectivement on a expertisé 200 mètres carrés de bureaux, open space paysager, où on a repositionné quasiment chaque poste de travail en fonction des informations qu'on avait obtenues. Donc on peut effectivement maintenant commencer à vivre en ayant évidemment la condition, c'est d'avoir une géobiologie encore une fois professionnelle, c'est-à-dire qui s'inscrit dans le cadre d'un protocole fiable qu'on peut répéter avec des résultats concrets, des plans, etc. Et là, effectivement, les potentialités, de vivre et de développer son activité sont tout à fait importants et intéressants. Alors, est-ce qu'il faut des compétences ou alors des qualités particulières pour être un géobiologue? Alors, on a un petit peu abordé la question tout à l'heure, à vrai dire, mais est-ce qu'il y a des petits détails à rajouter là-dessus? Ce que je dirais par rapport à ça, effectivement, c'est une excellente question. L'accès à la formation de géobiologie de l'École française de géobiologie, effectivement, est ouverte un peu à tous, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est très bien dans la mesure où on est intéressé par le sujet. Après, pour vivre vraiment de son métier, il faut savoir qu'une expertise géobiologique, c'est vraiment un engagement, alors en termes physiques, mais j'allais dire en termes énergétiques aussi, important. Donc c'est quelque chose qui demande vraiment une énergie, une concentration. C'est un exercice qui n'est pas facile parce que ça demande à la fois, pour schématiser, des qualités cerveau droit, cerveau gauche. Il faut être capable de passer d'un mode de détection, vous savez, le fameux sentir dont je parlais tout à l'heure, au mode comprendre, donc au cerveau gauche, on va dire, tout de suite après, et d'alterner, si vous voulez, les temps d'action différentes de façon souple et efficace. C'est en fait, quand on n'a pas l'habitude, c'est extrêmement fatigant. Donc, sachant qu'une expertise, pour vous donner un exemple, une expertise complète, par exemple celle que j'ai faite hier, il y a eu environ 170 mètres carrés de réalisés. Je suis arrivé le matin dans le logement de la personne à 9h30. J'ai commencé à travailler à 9h30 et j'ai quitté à 19h. Ça, c'est une journée d'expertise complète pour 170 mètres carrés. Et encore, 170 mètres carrés, c'est déjà avec une expérience suffisante pour faire cette surface-là. Mais c'est un travail, effectivement, un vrai travail complet d'engagement physique, mais évidemment avec les résultats qu'on a au bout et qui sont extrêmement enrichissants. Donc voilà, les qualités, pour répondre là pour le coup directement à votre question, il faut être résistant physiquement, donc avoir une hygiène de vie qui corresponde à cette exigence-là. Au niveau énergétique aussi, c'est-à-dire qu'il faut être parfaitement structuré à ce niveau-là, c'est important. On apprend à le devenir dans le cadre de la formation. Il faut de l'endurance, voilà, il faut être assez solide aussi. Et il faut également une qualité qui est fondamentale, évidemment, parce que c'est le moteur des choses. Il faut avoir sincèrement envie d'aider les gens chez qui on intervient. Voilà, ça c'est évidemment fondamental. Et c'est ce qui valorise en fait il y a tout cet aspect technique dont on parlait tout à l'heure. Donc on fait une expertise encore une fois technique, mais Bertrand en parlait tout à l'heure. La vraie valeur ajoutée d'une expertise géobiologique, c'est la prise de conscience qu'on va déclencher chez les personnes chez qui on intervient de l'influence de leur environnement sur leur santé. Et je peux vous dire que pour certains, c'est vraiment des prises de conscience violentes. Voilà. Mais la vraie valeur, elle est là, de l'expertise. Alors évidemment, il reste encore pas mal de choses, beaucoup de choses à savoir et à connaître sur la géobiologie. Évidemment, on ne peut pas parler de tout en 1h30, on est déjà arrivé presque à la fin de l'émission. Il nous reste juste quelques petites minutes pour avoir une conclusion de la part de chacun d'entre vous et de passer également à la dernière page promotionnelle. Bertrand? Alors, je crois que la géobiologie, c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu dans ma vie. Voilà, c'est rapide, mais au moins c'est clair. C'est une bonne conclusion. Merci à vous. Et Igor, est-ce que vous avez... Oui, pour terminer, une petite anecdote qui a conditionné on va dire, le fait que je sois parti dans cette profession-là, de géobiologue maintenant. C'est une des premières expertises que j'ai faites directement après ma formation, qui a été faite rapidement après. Je suis intervenu chez une dame âgée qui vivait à Paris, qui vit toujours à Paris d'ailleurs, dans un petit appartement qui était vraiment insalubre, avec une très petite surface. Je suis intervenu dans cet appartement-là, avec une collègue d'ailleurs qui avait suivi la formation avec moi. Et cette dame, en fait, qui vivait dans 15 mètres carrés, avait été opérée, une dame de plus de 80 ans, avait été 3 fois en 5 ans opérée d'une tumeur au cerveau.
ne dormait plus, quasiment plus, avait de gros problèmes neurologiques, évidemment, suite à une intervention comme ça. Et on est intervenu chez elle pour essayer de replacer le lit. Alors vous imaginez, dans 12 mètres carrés, ça peut être assez compliqué compte tenu des contraintes. Finalement, on a quand même trouvé une solution. On a bougé le lit de mémoire, je crois, de 50 cm sur la gauche ou la droite, je ne sais plus. Donc simplement bouger le lit. Et je me souviendrai toujours, c'est ce qui a vraiment conditionné mon engagement dans la géobiologie. Cette dame me rappelait le lendemain de cette expertise-là et me dire... Monsieur, vous êtes un magicien, c'est la première fois que je dors 8 heures dans une nuit depuis 15 ans. Et là, j'ai compris que je savais que que j'étais à la bonne place, pour le coup, on prend cette notion de place, que j'étais moi à la bonne place dans mon métier, dans mon activité. Eh bien, merci à vous d'être venu ce soir et de nous avoir parlé de la géobiologie. J'espère qu'on aura l'occasion de vous avoir encore sur l'antenne pour essayer de développer les autres questions qu'on n'a pas encore eu le temps d'aborder. Merci à vous, Bertrand. Merci, Igor.